Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler aujourd'hui de l'Union européenne, plus précisément de la Commission européenne et de l'euro. Toutes les informations que je vais vous apporter sont établies sur la base de mes observations personnelles, mais aussi sur les données entrecroisées de spécialistes sur le sujet. Je décide par ailleurs de poursuivre la lecture car je ne veux pas prendre le risque de m'embrouiller et ainsi de vous perdre. Ce serait vraiment dommage. Allons-y. L'Europe est un point épineux qui nous tracasse tous. Même nous, simples citoyens, voyons bien que cela ne fonctionne pas. Par le regroupement de plusieurs pays, l'Union européenne est devenue une puissance organisée qui nous ligote à grand renfort de lois, de normes et qui nous pénalise dans de nombreuses démarches souveraines. Elle s'éloigne de l'intérêt des individus. L'intérêt d'un Italien n'est pas le même que celui d'un Allemand, d'un Français ou d'un Portugais. Nous n'avons pas les mêmes traditions, nous n'avons pas la même langue, nous ne fonctionnons pas tous pareil, fort heureusement, et dans de nombreux domaines. Certains vivent plus comme des cigales, d'autres comme des fourmis. Faire cohabiter ces nombreuses différences n'est pas chose facile, et au final, cela ne produit rien de bon. Et d'ailleurs, les événements Covid nous ont laissé apparaître qu'en cas de problème grave, ce sont avant tout des mesures protectionnistes qui sont mises en place. Les peuples n'ont pas besoin des directives de Bruxelles pour commercer entre eux. Cette conception nous enferme et nous en sommes les otages. Mais les politiques qui travaillent à leur réélection nous font croire, en diabolisant le sujet, qu'il ne serait pas dans notre intérêt que d'essayer d'en sortir. Alors, je me suis posé ces trois questions. Avant cette date historique du référendum de 2005, où nous avons juste subi un passage en force, du genre taisez-vous, vous n'y connaissez rien, laissez-nous faire, avant l'Union européenne et l'euro, avions-nous de mauvais rapports commerciaux avec nos voisins européens? Étions-nous empêchés de circuler librement au sein de l'Union européenne? Nous sentions-nous menacés par nos voisins européens? À ces trois questions, pour moi, la réponse est non. Alors, à toutes celles et ceux qui nous disent on est la France, on fera ce que l'on veut, on fera modifier les traités dans le sens de plus de souveraineté et des amendes qui nous seront infligées, nous les déduirons de nos contributions. Je voudrais bien y croire, mais ce n'est pas sérieux. C'est ce qu'avait promis M. Cameron aux Anglais, on va renégocier. Mais résultat, plus de 2 ans pour s'en libérer. Et 2 années de perdu, car la Commission européenne n'a pas bougé d'un iota. Il n'en sera de même pour nous, à n'en pas douter. Les traités ne sont pas modifiables. On nous ment encore et encore, sinon les Anglais y seraient encore. Et avec eux, l'avantage de leur monnaie. Et eux avaient l'avantage de leur monnaie. Nous aurons en plus l'inconvénient de la dette. Un pays, c'est un territoire, des frontières, une monnaie. Depuis que la France a lâché sa monnaie, elle n'a plus de pays que le nom. Nous ne sommes plus qu'un territoire de l'Europe. Si demain la Commission européenne décide de nous couper en 2 régions administratives, par exemple, que pourrons-nous faire pour nous y opposer? Plus rien, car nous sommes devenus les vassaux de l'Union européenne, et notre président n'en est que le régent. Je dois vous parler maintenant d'un fait choquant qui m'a scandalisé. Une interview de M. Zemmour à Sud Radio et cette phrase en réponse à un auditeur à propos d'une possible sortie de l'Union européenne. Je le cite. On n'aura pas la majorité pour sortir de l'Europe, car les Français ne sont pas les Anglais. On a perdu des guerres depuis le XXe siècle, là où eux les ont gagnées. On ne s'assime plus seul contre tous. C'est comme ça. Ce que je traduis par là, c'est que les Français n'auraient pas cette fierté qu'ont les Anglais, qu'ils ne seraient pas enclins à prendre des risques pour leur avenir et celui de leurs enfants, qu'ils ne pourraient plus exister sans l'Europe, donc inutile de le soumettre à un référendum. Bref, que les Français sont des chiffres molles dont leurs enfants auront honte un jour. C'est bien cela, vous comprenez comme moi? Ce qui m'indigne et me choque, c'est que lorsqu'il s'agit d'immigration, la France serait grande et forte pour lutter. Mais lorsqu'il s'agit d'Europe et d'euro, elle serait ridicule. Nous devons cesser d'aller dans le sens de ce qui ferait perdre le moins de voix possible à nos politiques. Le sujet de l'Europe est un vrai sujet à risque, mais il faut avoir le courage d'aller vers ce qui sera bon pour l'avenir de notre pays. C'est sidérant qu'aucun des candidats occupant le devant de la scène ne prenne la situation à bras-le-corps. S'investir autour de l'histoire entre Napoléon et De Gaulle, c'est une chose, mais ce n'est pas cela qui va remplir nos assiettes, qui va remplir nos caddies, ou bien qui nous donnera un avenir à nos enfants. Justement, Napoléon, De Gaulle, qu'auraient-ils fait, eux? Eh bien, peut-être auraient-ils été séduits par l'idée que je vais vous exposer maintenant.
Vous savez, mesdames et messieurs, j'aime l'Europe et les Européens. C'est pourquoi il faut lui construire, de mon point de vue, un autre avenir. Il faut faire table rase de ce qu'elle est devenue aujourd'hui et qui ne crée plus l'adhésion. Il faut en premier lieu s'appuyer sur la souveraineté retrouvée. On nous rebat les oreilles sur l'inutilité de la souveraineté, on nous assomme en prétendant que pour être fortes ensemble, les nations doivent renoncer à leur souveraineté. Mais enfin, un ensemble de faibles n'a jamais rien produit de fort. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. La souveraineté doit être un facteur de cohésion politique européenne et non un facteur de dilution. Les grands empires, la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, sont des puissances extrêmement souveraines, extrêmement patriotes, et qui savent le distiller à leur population, d'où ce sentiment d'appartenance et de solidarité pour faire face à l'adversité. Nous sommes juste, nous, une espèce d'ectoplasme ridicule et ridiculisé qu'on estime juste bon à se faire dévorer par les gros conglomérats. Franchement, que le monde puisse penser cela de nous m'horripile. Et puis, je trouve très intéressante l'idée de donner une dimension continentale à l'Europe en pensant Eurasie. Du Portugal à Vladivostok, créer une force capable de faire face à ces deux puissances que sont la Chine et les États-Unis d'Amérique, au milieu desquelles nous serions pris en tenaille en cas de conflit, serait rassurant, non? L'Eurasie sur un plan géographique, est le centre du monde. Alors, pourquoi ne le serait-elle pas au sens politique? Ne faisons pas la même erreur qu'avec les nouvelles routes de la soie que nous n'avons pas pris au sérieux à l'époque. Tout cela doit être un travail de spécialiste, je le répète, qui doit être soumis à l'issue à notre approbation. La liberté ne s'acquiert pas d'un claquement de doigts, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Si nous avons foi en notre union et en notre avenir commun, alors tout reste possible. Et là encore, nous serions un modèle pour nos voisins qui souffrent du même mal. Sans un accord de changement d'horizon européen, seule l'option de la sortie pourra nous éviter le même sort que la Grèce. Je vous invite à méditer sur ce sujet de la plus haute importance. Et avec moi, la décision finale sera par référendum. Belle fin de journée et prenez soin de vous.